Excellent début du week-end à toutes et à tous. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, réaffirme que le Rwanda reste engagé pour la paix dans la sous-région, mais qu'il a le droit de se défendre si jamais sa sécurité est menacée. Le chef de l'État a fait cette indication dans un entretien avec France 24 de passage à Paris. Nous avons dit publiquement, cela n'est pas un secret. C'est une menace dans la mesure où le Congo ignore les problèmes de ses citoyens. Il les prive de tous leurs droits, il les tue, il les persécute. Il y a des discours de haine, il y a une idéologie génocidaire à l'œuvre dans l'est du Congo. Et tout cela ne peut pas se produire par hasard. Il y a ces persécutions, car on appelle tel ou tel groupe Tutsi, on leur fait subir ce que les Rwandais ont subi en 1994. Il y a le soutien aux FDLR, qui sont des forces génocidaires qui sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Que demande la communauté internationale? Quels sont les enjeux soulevés ici? Elle demande au gouvernement de régler le problème, de se distancer avec ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut-il les supplier de le faire? On supplie les Congolais de le faire? En d'autres mots, on dit aux Congolais, oui, vous pouvez vous attaquer à ce problème si vous le voulez, mais si vous ne le faites pas, on est tout de même à vos côtés. Est-ce qu'on en est là? Pour nous, la question qui se pose, c'est, la situation est-elle une menace pour nous? Absolument. Faut-il réagir d'une manière que nous pensons appropriée? Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, de notre expérience, notre histoire. Rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Le président Kagame a également montré que la crise sécuritaire de la RDC doit être comprise telle qu'elle est et dans son contexte précis. Eh bien, je ne souhaite pas évoquer ce sujet en laissant de côté ce qui se passe réellement sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe dans l'est du Congo? Il faut que tout cela soit bien compris, y compris par l'homme qui mène le Congo, qui le dirige, et qui semble avoir une mémoire sélective quant à ce qui se produit sur place. Il y a en effet au Rwanda 100 000 réfugiés. Je le dis bien, 100 000 réfugiés. Et il en arrive sans cesse. La plupart d'entre eux sont présents au Rwanda depuis plus de 20 ans. Et ils sont associés étroitement aux problèmes en question. Ce sont des gens qui ont perdu leur propriété, leurs terres, des gens qui ont perdu des proches, des amis, et ce, dans l'est du Congo. Pourquoi? Car ils sont qui ils sont. Je peux vous dire
C'est une image inversée de ce qui s'est produit au Rwanda en 1994. Et cela s'est reproduit depuis plusieurs années au Congo. Et il y a 100 000 réfugiés au Rwanda, il y en a 3 ou 4 fois plus en Ouganda, et il y en a d'autres dans d'autres pays. Ce sont des gens qui ont été chassés de leur pays, chassés de leur propriété, privés de leurs droits, leurs vies ont été détruites, car ce sont des Tutsis. Les Tutsis du Congo doivent être traités comme les Tutsis du Rwanda en 1994. Et on le voit quand on voit les alliances qui sont faites dans l'est du Congo, au Burundi, et les annonces faites par l'homme qui nous accuse lui-même publiquement via un certain nombre de plateformes médiatiques. Il y a des discours de haine, un soutien au FDLR qui tue des Rwandais au Rwanda. Ils sont unis, ils sont commandés de manière commune en RDC. Et si on l'ignore et qu'on accuse de cela d'autres personnes, eh bien je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Le chef de l'État rwandais a aussi réagi aux accusations répétées de soutien du Rwanda au groupe rebelle de M23. Pourquoi le Rwanda serait-il en RDC? Il faut poser cette question. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23? C'est ce à quoi il faut répondre pour comprendre le problème et le résoudre. Il faut comprendre ce qu'est le M23. D'où vient le M23? Le Rwanda n'a pas créé le M23. C'est ce que dit pourtant la communauté internationale. Créer le M23? Non, je ne crois pas avoir déjà entendu cela. Ils affirment que nous soutenons ce mouvement. Pour moi, la question, c'est de savoir pourquoi on soutiendrait une entité qui existe tout d'abord. Elle existe, c'est un fait. Quelle est déjà la raison de ce problème-là? La communauté internationale est là, et sous prétexte qu'elle dit quelque chose, il ne faut pas l'accepter en l'espèce. Il faut s'en tenir aux faits, et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité. Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais et qu'il y a des accusations. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui soulèvent ce problème en le sortant de son contexte. On ne peut pas prendre toute cette situation compliquée et la réduire à une accusation contre le Rwanda en disant qu'il est présent dans l'est du Congo. Je le refuse. Parlons des causes sous-jacentes et qui forcent les uns et les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Signalons que cet entretien a été réalisé alors que le chef de l'État s'est trouvé à Paris en France pour ce forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Retour au pays donc avec le Fonds patriotique rwandais Inkotanyi qui annonce que ses activités dans le cadre de la campagne pour les présidentielles et législatives du 15 juillet 2024 seront cette fois-ci menées différemment qu'antérieurement, suivant les explications avec Kassim Youssouf. Le secrétaire général du Front patriotique rwandais Inkotanyi, Gasamagera Welars, indique qu'au cours de la présente campagne, tous les districts du pays ne seront pas concernés parce qu'il y a des zones qui ont été mises ensemble. Le Front patriotique rwandais Inkotanyi fait savoir qu'il est convaincu du principe selon lequel les activités de campagne électorale n'arrêtent pas la vie du pays,
que toutes les activités, notamment l'octroi de services aux citoyens et l'accomplissement de toutes les activités nécessaires pour la consolidation du pays, ne devraient pas s'arrêter. Le secrétaire général du Front patriotique rwandais Inkotanyi, Gassama Gerawelas, a fait cette annonce ce vendredi au cours d'une conférence de presse qui s'est focalisée sur l'état d'avancement des préparatifs des activités de campagne de son candidat aux élections présidentielles. Nk'umuryango RPF Inkotanyi twishimiye gusangira icyerekezo n'imigambi RPF Inkotanyi ifitiye abanyarwanda. En tant qu'organisation politique, FPR Inkotanyi, nous sommes heureux de partager la vision et les objectifs que le FPR Inkotanyi dispose pour les Rwandais. Notre candidat à la magistrature suprême du pays va se rendre un peu partout sur le territoire national pour présenter de visu à la population ce qu'il prévoit pour elle. La différence de cette campagne avec les précédentes, c'est que notre candidat se rendait dans chaque district du pays, mais aujourd'hui, nous avons mis ensemble différents districts pour avoir une seule zone pour des raisons évidentes. Conformément à la loi, nous disposons de 21 jours pour la campagne électorale et pendant ces 21 jours, nous avons aussi d'autres activités du pays qui doivent être effectuées et en tant que FPR Inkotanyi, nous approuvons le principe selon lequel les activités de campagne électorale n'arrêtent pas la vie du pays. Tout ce qui doit être fait, notamment l'octroi de services aux citoyens, l'accomplissement de tous les travaux pour que le pays soit davantage consolidé, cela ne doit pas s'arrêter. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre ensemble certains districts pour que notre candidat puisse avoir les moyens de mieux accomplir ses prérogatives et mener sa campagne. Et puis, les candidats députés vont sillonner tout le pays, aussi bien dans différents districts dans lesquels le candidat président de la République mènera sa campagne, mais aussi dans les districts qui n'ont pas eu l'opportunité d'accueillir le candidat président de la République. Ils accueilleront les candidats députés qui mèneront la campagne pour le FPR Inkotanyi. Kandi bose bazaba bamamaza umuryango FPR Inkotanyi. Cette conférence de presse du Front patriotique rwandais Inkotanyi s'est tenue la veille du début des activités de campagne pour les présidentielles et les législatives qui seront clôturées le 13 juillet 2024. Les activités de campagne pour les élections présidentielles et législatives du 15 juillet prochain débutent ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. La Commission nationale électorale indique entre autres que plus de 2 millions d'électeurs sont des jeunes qui vont participer pour la première fois à cet exercice civique. Encore une fois, Kassim Youssouf. Les jeunes qui vont participer pour la première fois aux élections, tant présidentielles que législatives, du 15 juillet prochain, indiquent qu'ils attendent avec curiosité le déroulement de la campagne électorale, car c'est à ce moment-là qu'en se basant sur les projets de société présentés, ils seront fixés sur les candidats pour qui ils voteront. C'est sûr que je vais participer à l'exercice civique électoral. Et j'estime que c'est important pour moi en tant que jeune, parce que lorsque vous suivez l'activité de campagne, c'est une façon de soutenir les idées du candidat, être fixé sur son projet de société, savoir sa vision pour le pays. Lorsque vous savez tout cela, vous faites votre choix conséquemment et vous pouvez par ailleurs être l'ambassadeur de ce candidat auprès de ceux qui n'ont pas suivi sa campagne. Nous ne devons pas suivre moutonnement parce que mon père vote pour tel ou tel autre candidat. On ne doit pas voter pour quelqu'un parce qu'il est préféré par beaucoup de gens ou par ses amis. On ne doit pas se laisser influencer par les autres, mais ce que nous devons faire, c'est bien voter en se basant sur ce que nous désirons pour notre pays, bien analyser les projets de société et en âme et conscience choisir ce qui convient et ainsi voter pour quelqu'un en se basant sur la vision qu'il a pour le pays. C'est la bonne occasion de rencontrer les dirigeants et savoir ce dont ils ont besoin de notre part
et nous comprendre ce qu'ils nous proposent pour l'avenir du pays. C'est cela qui va nous permettre de voter pour un dirigeant que nous connaissons bien, un dirigeant digne du Rwanda et de la jeunesse. C'est ce samedi que débutent sur toute l'étendue du territoire national les activités de campagne pour les élections présidentielles et législatives du 15 juillet prochain. La Commission nationale électorale indique qu'elle a notamment déployé des efforts dans l'éducation civique des jeunes qui vont participer pour la première fois aux élections en se servant de différents réseaux sociaux et la presse. En ce qui concerne les Rwandais nouveaux dans l'exercice civique électoral, leur éducation civique et autres sont en cours, mais surtout pour les jeunes Rwandais, nous avons changé la manière de communiquer avec eux et de les éduquer civiquement. Avant, on pensait à les inviter à une réunion ou à la formation, mais actuellement, la plupart de ces jeunes Rwandais sont occupés par leur travail et autres choses. Et c'est pourquoi nous nous servons des médias pareils et des réseaux sociaux. Et je suis persuadé que vous avez constaté que notre manière de procéder a changé et c'est d'ailleurs pourquoi nous constatons que le nombre d'électeurs augmente de plus en plus. C'est l'un des indicateurs qui montre que notre façon de communiquer avec cette catégorie de personnes est productive compte tenu de la manière par laquelle ils participent aux différentes activités électorales. La Commission nationale électorale indique que l'activité de campagne électorale sera clôturée le 13 juillet 2024. Le Rwanda vient de se doter des équipements médicaux, des technologies de pointe qui contribueront à l'amélioration de soins de santé dans le pays. Le ministre de la Santé indique que cela s'inscrit dans la vision globale du Rwanda d'être le carrefour des services médicaux dans la sous-région. Nous avons reçu aujourd'hui des équipements médicaux, la technologie de pointe. C'est surtout des équipements dans le domaine de l'imagerie médicale. Il y a des équipements qui vont aller au niveau des hôpitaux universitaires. Il y a d'autres qui vont au niveau des hôpitaux de district, mais aussi au niveau des centres de santé. C'est, je dirais, la plus large quantité d'équipements médicaux de haut niveau qu'on n'ait jamais reçu au Rwanda dans le secteur santé. Tous ces équipements ont été achetés par le gouvernement du Rwanda dans le cadre de renforcer le diagnostic pour aider les prestataires de santé, les médecins et aussi les chercheurs à travailler dans de bonnes conditions sans pour autant essayer de trouver un diagnostic sans appui de l'équipement nécessaire. Donc quand on a cet équipement dont on voit ici derrière nous, il y a d'autres qui vont arriver. C'est un programme de 3 ans, mais aujourd'hui on est très content dans le secteur santé. On a reçu la plus large quantité d'équipements dont on a besoin pour donner les bons soins aux Rwandais, à tous les visiteurs du Rwanda. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine, ce rendez-vous de chaque week-end qui vous permet de connaître une personnalité ayant marqué l'actualité de la semaine. Nous allons parler de la libération du Rwanda, mais avant de parler de cette libération, découvrons donc notre invité. Il s'agit donc de Jérôme Mihigo Kayitera, qui est donc ingénieur et qui est directeur général de CSI Rwanda. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Merci. Voilà, donc avant de parler de cette libération du Rwanda qui intervient dans quelques jours, au début du mois de juillet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre parcours, d'abord dans ce pays et donc dans ce domaine de nouvelles technologies? Merci, c'est gentil. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Mihigo Kayitera Jérôme. Je suis entrepreneur. MD de Computer Support and Consultancy, ce que vous venez de dire ici au Rwanda, une entreprise spécialisée dans l'informatique.
Bref, voilà mon entreprise actuelle. C'est une entreprise qui a de l'histoire. Quand je suis arrivé au Rwanda en 1997, j'étais informaticien. Je venais, comme tout Rwandais, je fouillais la guerre qui était au Zaïre. L'ex-Zaïre. L'ex-Zaïre, mais maintenant c'est le Congo. Oui. Et à l'époque, j'ai travaillé 6 ans avant de venir chez ASSIS, African System, chez Bisengimana, qui est mort, paix à son âme, mais c'était un grand leader. Il a voulu informatiser toute l'Afrique. Par exemple, je me rappelle qu'on est parti, une partie est partie au Congo-Brazza. Moi, j'étais parti au Burundi, à Bujumbura, les années 90, où on apprenait au Burundi comment on monte les ordinateurs, comment on utilise les traitements des textes, la base des données, beaucoup de choses. Nous allons certainement pouvoir revenir sur ce parcours. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la libération, donc qui intervient dans quelques jours. Ce sera le 4 juillet. 30 ans déjà, vous qui êtes ingénieur, entrepreneur dans le domaine des technologies comme certains Rwandais de votre génération, vous avez eu le privilège de suivre pas à pas les différentes étapes de l'évolution de ce pays. La toute première question qui vient dans mon esprit, c'est donc pour vous, Rwandais, qui a vécu d'abord dans la diaspora, avant de revenir au Rwanda, qu'est-ce que signifie la libération pour vous? Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. La libération, la preuve est là, on est ensemble, on est chez nous. On n'a pas peur de parler français ou Kinyarwanda, qu'on ne nous entende pas les autres. C'est déjà cela qui me fait plaisir. Et surtout, la libération du pays, c'était l'hécatombe de 1994 avec les génocides perpétrés contre les Tutsis, un pays abandonné par la communauté internationale, laissé seul face à des défis insurmontables. Il a fallu la main de Dieu pour nous apporter un leader charismatique, un leader éclairé, pour tenter de relever les défis. Pour moi, qui a vécu cette période, je suis émerveillé par les biens que nous voyons. Tout ça grâce à son Excellence, notre président Kagame Paul. Le début n'était pas facile, puisque nous avons, au début, en tant qu'informaticien, on avait beaucoup de défis à relever. Beaucoup. L'électricité qui n'était pas permanente. Et maintenant, on a ouvert, on disait en Kinyarwanda, Kurwanyu Bukene, combattre la pauvreté. Mais qui va faire ça? C'est nous-mêmes. C'est pourquoi je pensais créer une entreprise, donner de l'emploi aux jeunes gens, à la jeunesse qui venait de terminer des études. Au moment où je parle, je suis fier. Là maintenant, on voit là où nous sommes, quand tu vois l'informatisation, il y a de quoi être fier d'être Rwandais et surtout participer dans ce développement. Parce que chacun doit être un acteur, on ne doit pas être un observateur. Chacun doit apporter une pierre sur le développement du pays. Quels sont, selon vous, donc, les atouts principaux du Rwanda pour les investisseurs, aussi bien locaux qu'étrangers? Tout le monde s'intéresse au Rwanda, mais quels sont les atouts du pays, selon vous, qui êtes entrepreneur dans le privé? C'est clair, quand je peux commencer par rigoler un peu. Vous n'avez qu'à sortir un soir, vous verrez des expatriés dehors, en train de courir, sous un climat paradisiaque. Ça a une signification. Ça signifie que nous avons la sécurité. Le Rwanda est sécurisé. Et ensuite, on donne beaucoup de facilités, des services d'immigration. Avec, je ne vais pas faire la publicité, mais regardez, avant, pour avoir un petit papier, il faudrait aller à Omurenge, faire signer, maintenant il y a Irembo. On les fait online. On a tous les services qu'on veut. C'est déjà un développement comme des pays très développés. Or, nous venons de rien.
de l'obscurité à la lumière. Je suis vraiment très ravi que tout est très, très bon au Rwanda. Tenez, de 2008 à 2022, la RADB a recensé 1279 initiatives d'investissement dans ce pays. Ces initiatives devraient représenter une valeur d'investissement globale de 13,5 milliards, visant à générer environ 200 000 emplois. Les flux d'investissement prévus sont passés de la moyenne de 530 millions de 2008 à 2015 à 1,3 milliard de dollars sur la période 2016-2022. Il faut noter également que le Rwanda était un pays agréable à vivre, comme je venais de dire, avec un climat paradisiaque. Et puis il y a la sécurité, si toutes ces personnes se trouvent dehors... C'est parce qu'ils sont sécurisés. Oui. Ils n'ont pas peur. Tandis qu'ailleurs dit, cache-moi, cache-moi. Ah, ils vont passer. Oui. Ils vont nous demander quelque chose. Oui. Vous voyez que nous, on a dépassé ça. Et c'est un réel plaisir. Les 30 ans... Oui, on évoque aussi la gouvernance, la bonne gouvernance du pays. Bien sûr, la bonne gouvernance du pays, c'est comme la lumière, comme on dit. Bon, je vais être un peu poète. Il y a un musicien français, que j'étais les noms, qui dit quand l'arbre pousse, il faut qu'il y ait du soleil. Donc nous sommes comme les arbres, nous poussons plus que la bonne gouvernance, c'est comme notre soleil, qui nous pousse, qu'il nous faut grossir, qu'il nous faut vivre. C'est vraiment 30 ans, ça vaut la peine d'être fêté. La toute dernière question avant de clore cet entretien. Le président de la République a toujours encouragé l'entrepreneuriat de jeunes dans un pays qui compte la majorité de sa population qui est jeune, en moins de 35 ans. Hein. Quel message avez-vous à transmettre pour ce jeune par rapport au parcours accompli par le pays, le chemin qui reste à faire pour un développement solide du pays? Vous êtes parents et il faut passer la main bientôt. Hein. Ce sont les jeunes qui vont prendre la relève. Quel message voulez-vous transmettre à ce jeune en suivant justement le message transmis régulièrement par le président de la République qui veut à chaque fois encourager l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Je peux vous donner un exemple très simple avant de continuer. Quand nous, on a grandi au Zaïre, quand on était petit, on savait que si le papa travaille à une entreprise belge de Camine, quand il va mourir, tu vas le remplacer. On n'avait pas cette idée entrepreneuriale. Moi, personnellement, après 5 ans, où j'ai travaillé chez une entreprise de la place, une entreprise aussi française, de logistique, j'ai dit qu'il faudrait aussi que je crée mon entreprise. Et cela, pour que j'y arrive, c'est puisque je me suis encore formé. Le Rwanda nous a donné les facilités. Puisque avec le temps que j'ai travaillé, puisque l'informatique, ça évolue du jour au jour. Si vous ne me mettez pas à jour, vous êtes perdu. J'étais obligé de faire un degré en Haïti de Royal Melbourne, Australie. Et c'est le gouvernement rwandais qui a amené tous ces professeurs au Rwanda et on a eu le diplôme de Royal Melbourne. Tout ce que j'ai dit, c'est puisqu'on a été formé. C'est qu'en anglais, on dit update. Sur l'Haïti, we have an update. Ce n'est pas l'Haïti de 1990 que j'allais parler aujourd'hui. Et cela, en donnant de l'emploi, ça nous a fait plaisir. Quand j'ai commencé, j'ai dit, en Kinyarwanda, ça doit être pas un slogan, ça doit être une pratique pour tous les hommes. Ça ferait plaisir de donner de l'emploi à la jeunesse. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, computer support et consultancy, c'est vérifiable, donne de l'emploi, paye les impôts, assiste au développement du pays. Et cela me fait plaisir, même si d'ici là, on va prendre la retraite, comme tu disais, il y a la jeunesse qui arrive, que nous formons, qui vont continuer. Et même les générations à venir seront contents, ils vont voir que les parents ont fait ce qu'ils devaient faire proprement, correctement et dans la transparence.
Merci donc à notre invité. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise et de ce programme Entretien de la semaine, nous recevions dans le studio de la télévision rwandaise l'ingénieur Jérôme Mihigo Kaitera, qui est donc un entrepreneur, directeur général de CSI Rwanda. Merci à vous, ingénieur Jérôme Mihigo. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.